Once more, please. This is an example of piano. Yeah. So. La rencontre avec la musique était presque inévitable, c'était presque impossible que je ne sois pas musicien, non pas qu'on m'a forcé, parce que c'est plutôt moi qui ai forcé mes parents, dans la mesure où je suis allé à un concert quand j'avais 4 ans avec eux, et c'était au Théâtre des Champs-Élysées à Paris. L'éducation musicale s'est faite en même temps que l'éducation générale, parce que mes parents étaient des gens intelligents et qui avaient comme obsession qu'il fallait impérativement que j'ai une double formation, que je ne sois pas simplement un musicien lâché dans la nature auquel il peut arriver n'importe quoi. Donc j'ai eu une enfance, je dois dire, extrêmement studieuse. Avant de partir en classe, je devais travailler un petit peu de violon. Et ensuite, j'ai eu la rencontre avec Arthur Grumiaux, qui a été très, très, très déterminante, parce que je commençais déjà à ce moment-là à donner pas mal de concerts. J'avais été
entendu par exemple, Henrik Schering, qui était venu à un concert au Festival de Montreux. Je me suis retrouvé à Montreux, d'ailleurs, avec, dans la salle, Joseph Zighetti, Nathan Milstein, Nikita Magalov et Henrik Schering, et qui étaient dans ma loge après le concert. Il y a eu une vraie double influence qui était Arthur Grumio et Nathan Milstein, qui s'entendaient très bien. Donc il n'y avait aucune contradiction et l'un savait que je voyais l'autre et était ravi de cette situation. Et c'était très passionnant de pouvoir découvrir et analyser ce qui les rapprochait et ce qui était très différent. Mes premiers pas dans la carrière, je les dois totalement au hasard. C'est le hasard, c'est incroyable. Donc je me trouvais à Paris en train d'enregistrer avec un pianiste qui s'appelle Michel Berhoff les sonates de Brahms et j'ai vu à la salle Wagram, il y a une sorte de petit balcon comme ça, par lequel on rentre et puis on voit des gens qui passent. Et entre deux prises pendant l'enregistrement, j'ai vu une tête blanche qui est passée. Je me suis dit, tiens, qu'est-ce que c'est ça ? Et puis, à peu près une demi-heure après, je suis rentré dans la cabine de son, où il y avait les ingénieurs de EMI qui étaient en train de m'enregistrer, et j'ouvre la porte de la cabine et je vois assis en face de moi Herbert von Karajan. Et j'étais tout jeune, j'avais beaucoup de culot, ou d'inconscience, je ne sais pas. Et je l'ai vu et j'ai dit « Oh, Dieu est là !» Et ça l'a beaucoup fait rire. Ça l'a beaucoup fait rire. Et il était là, dans la cabine, en train de m'écouter. Alors que je ne le savais absolument pas, heureusement, parce qu'autrement ça m'aurait rendu très nerveux. Il était en train de m'écouter depuis une demi-heure. Il était à Paris lui-même pour faire de post-production sur un disque, juste la pièce d'à côté. Et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Et il était là 15 jours après. Il y avait Radio France qui organisait une opération spéciale avec Berliner Philharmonic, avec Karajan, un jour entier ou 2 jours entiers où on passait tous les enregistrements, toutes les productions. La télévision était aussi présente. C'était absolument l'homme de la semaine. Et il a exigé du directeur de Radio France de m'intégrer dans le concert qui avait lieu à Radio France 15 jours après. Donc il a dit « Je veux que ce gamin vienne jouer dans mon concert ». Et je suis allé jouer là, avec Yo-Yo Ma d'ailleurs.
Enregistrer, pour moi, ça a toujours été apprendre. Parce que c'est le moment où on est en relation avec soi-même. Si un musicien veut avancer, il doit enregistrer. Donc c'est pas du tout une approche commerciale, c'est pas pour apparaître plus, c'est pas pour pouvoir faire carrière. Mais le moment de l'enregistrement, c'est le moment où on est confronté à soi-même. Donc ça, c'est absolument essentiel. J'ai toujours utilisé les compagnies de disques pour mon développement musical et pas simplement pour le développement de ma carrière. Mais pour être totalement complet et honnête, bien entendu que c'est indispensable dans le développement d'une carrière. C'était bien, t'avais la bravo. Bon, once more, please. Alors, je pense que le concerto de Brahms est, avec le concerto de Beethoven, naturellement, une sorte d'Himalaya musical. Pour des raisons musicales, bien sûr, pour ce qu'il représente musicalement, pour ce qu'il représente aussi techniquement, ce qu'il représente physiquement, quand on est sur scène, par exemple, et qu'on joue le concerto de Brahms, ne serait-ce que d'arriver dans la continuité à donner tout le caractère très souvent tragique, infiniment romantique, dans l'ensemble du premier mouvement, c'est assez unique comme sensation. Quand on finit le premier mouvement du concerto de Brahms sur scène, on a l'impression que c'était déjà une très longue histoire et que quelquefois on a même l'illusion que le concerto est terminé. Mais ça n'est pas vrai. Donc, je pense qu'il représente sur le plan musical et violonistique l'apogée, le maximum de ce que l'on peut exprimer sur le plan du romantisme, de l'intensité, du dramatisme dans une œuvre pour violon et orchestre. Je pense qu'il n'y a pas, pour moi, quelque chose de comparable dans ce siècle-là. Je n'avais jamais enregistré le concerto de Brahms, justement parce que j'avais toujours l'impression que pour gravir cet Himalaya, pour arriver à dire tout ce qu'il faut dire dans cette œuvre, c'était toujours trop tôt, que demain pourrait être meilleur. Alors, il faut faire attention que ça ne soit pas trop tard aussi. Donc c'est ça le danger. Mais je voulais jouer beaucoup d'œuvres de Brahms avant, je voulais avoir joué naturellement toutes les sonates, je jouais beaucoup de musique de chambre, les sextuors, les quatuors, les quintettes, etc. C'était pour moi essentiel de faire un chemin aussi pour arriver à dire plus de choses, à comprendre plus de choses dans ce concerto. J'ai attendu beaucoup et j'espère avoir trouvé le moment juste. Il y a deux autres parties dans ma vie musicale qui sont la direction d'orchestre, parce que je suis directeur musical d'un orchestre au Japon depuis très longtemps, après avoir été directeur musical d'un orchestre à Lisbonne et de l'Orchestre Royal de Chambre de Wallonie pendant des années. Mais il y a aussi une autre partie de ma vie qui est ce que je vais appeler le compagnonnage musical. Et voilà. Ça, c'est plus beethovenien, je pense. Le fait
d'avoir un beau compagnonnage avec des musiciens de la nouvelle génération, en essayant de leur apporter des choses qui sont bien actuelles toujours, mais qui quelquefois sont un peu oubliées dans l'éducation musicale et dans l'interprétation, dans l'esthétique musicale d'aujourd'hui. Mais pas simplement le compagnonnage pour leur donner des avis, des cours, des choses comme ça, mais également de faire de la musique de chambre avec eux, d'être sur la scène avec eux, parce qu'il y a un certain nombre de choses que on va pouvoir communiquer entre les générations, dans les deux sens d'ailleurs, parce qu'on apprend aussi des jeunes, il y a un vrai échange. Yes, yes. Okay, and not too forte because second three beginning less. Like that we have a direction and we have a crescendo. Je n'ai pas de préoccupation particulière par rapport à ce qu'on va pouvoir dire de moi quand je ne serai plus là. Et j'essaye beaucoup de ne pas avoir de préoccupation particulière, ce qui est plus difficile pour ce que les gens disent de moi aujourd'hui. Mais pour demain, en tout cas, j'aimerais qu'on puisse reconnaître que j'ai cherché un chemin très personnel pour essayer d'exprimer la musique. Pour l'avenir, des challenges, agrandir mon répertoire, aborder un certain nombre d'œuvres que je n'ai pas encore abordées, enregistrer un certain nombre de ces œuvres et mourir sur scène. We'll have no tears. Yeah, Plenty, yeah.